Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, bienvenue ce matin pour une nouvelle Delville Academy. Alors, quelques mots sur Delville Management, donc pure player. Nous sommes présents à Paris, puis nous avons construit une organisation régionale avec des implantations à Lyon, Lille, Nantes, Toulouse et Strasbourg, et une organisation internationale avec une présence en Allemagne, en Italie et en Espagne. Et d'ailleurs, nous venons de renforcer notre présence en Allemagne avec l'arrivée de 5 senior partners, donc, en complément de Düsseldorf où Delville Management était déjà implanté. Nous serons désormais présents à Berlin, Hambourg, Mannheim et Sarrebruck. Pour rappel, la Delville Academy, ce sont des spécialistes qui viennent partager leurs expertises auprès de vous. Et nous avons le plaisir de recevoir ce matin Alain Hazan et Fabien Contino. Alain est avocat associé chez Taoma Partners. C'est un expert reconnu en propriété intellectuelle et en communication. Fabien est fondateur d'Entourage. Il accompagne des dirigeants et des organisations confrontés à des enjeux de visibilité, de crédibilité ou de crise. Ce matin, ils vont nous parler de la réputation du dirigeant à l'ère des réseaux sociaux. Pendant cette intervention, je vous propose de poser vos questions dans la partie Q&R en haut de votre écran et nous y répondrons à la fin. Alain et Fabien, je vous laisse la parole. Merci Delphine et merci à Delville Academy d'avoir organisé ce petit déjeuner débat sur ce sujet passionnant qui nous intéresse particulièrement Fabien et moi, puisqu'on collabore souvent sur des sujets et vous verrez peut-être, vous comprendrez peut-être à la fin de cette présentation pourquoi nous collaborons ensemble, un avocat et un communicant de crise sur ce type de sujet. Alors, je vais poser le cadre général. Aujourd'hui, quand on parle de réputation d'un dirigeant, c'est en soi un actif stratégique. C'est un actif placé sous contrainte permanente. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que finalement, chaque prise de parole peut désormais être amplifiée instantanément. On ne parle plus comme avant, comme par le passé, d'une communication institutionnelle ponctuelle, mais on va parler d'une exposition de la personne du dirigeant, une exposition qui est continue, qui est structurelle, qui est intégrée au fonctionnement normal de l'entreprise. Parce que pendant longtemps, on s'en souvient, la réputation du dirigeant s'était perçue comme un sujet simplement d'image, parfois comme un sujet personnel, mais aujourd'hui, il y a des aspects à la fois positifs et négatifs. Ça devient un facteur direct de valorisation, de performance, de confiance. D'ailleurs, il y a des études nombreuses qui montrent que dans la perception des dirigeants eux-mêmes, une part significative de la réputation de l'entreprise, eh bien, elle est attribuée à celle de son CEO. Et l'important, ce n'est pas le chiffre, mais c'est le message, c'est que dans l'esprit des acteurs économiques, la figure même du dirigeant pèse lourd. Et pourquoi? Parce qu'on est effectivement à cette ère des réseaux sociaux et que les réseaux sociaux ont transformé, ont fait une mutation assez incroyable de la nature même de la parole publique. On sait bien que ces réseaux sociaux ont supprimé tous les filtres qui existaient, ont accéléré de façon considérable les rythmes et ont rendu la parole du dirigeant immédiatement visible. Elle est à portée de main, elle est commentable, elle est archivable. Et notre présentation donc, ne va pas viser à vous expliquer comment on soigne son image, comment on peut soigner l'image d'un dirigeant, mais va plutôt essayer d'analyser la transformation qui est beaucoup plus profonde et à laquelle on assiste, qui est que la réputation du dirigeant, qui à l'ère des réseaux sociaux est devenue un objet, ou je dirais même un sujet de gouvernance avec des risques, avec des arbitrages à faire, avec des responsabilités. Et c'est ce qu'on vous propose de voir ensemble. Alors, dans la slide suivante, on va voir en quoi consiste la réputation du dirigeant et le fait qu'elle est au cœur de la stratégie d'entreprise. Euh, Aujourd'hui, donc, comme je viens de le dire, la réputation du dirigeant, ce n'est plus quelque chose de périphérique, c'est plus quelque chose d'anecdotique. Elle est et elle doit être au cœur de la stratégie et de la gouvernance de l'entreprise. Et pourquoi cette centralité? Parce que, comme je viens de le dire, le dirigeant, qu'il le fasse volontairement ou non, il est maintenant invité à s'exposer.
on attend de lui qu'il prenne la parole sur LinkedIn, on attend de lui qu'il incarne des valeurs, qu'il explique des décisions sensibles, en gros qu'il humanise l'entreprise. Et on cherche en fait une personnification qui est souvent une force, qui va créer une proximité, qui va renforcer la crédibilité, qui va donner un visage à des stratégies, qui va donner un visage à l'entreprise. Donc on peut penser à certains chefs d'entreprise qui le font abondamment, comme par exemple Michel-Édouard Leclerc, qui est très présent sur les réseaux sociaux. Il y a d'autres qui sont plus discrets, mais qui se montrent quand même. Bernard Arnault, par exemple, je ne crois pas l'avoir vu tweeter, mais lorsqu'il décide d'être présent à un défilé de mode ou à l'intronisation de Donald Trump, il envoie un message qui ensuite, très certainement, est commenté par les réseaux sociaux et donne une connotation. Mais cette force, et on reviendra sur la force que ça a une contrepartie immédiate, ça déplace le risque réputationnel, non pas sur la société, mais sur la personne du dirigeant. Et donc là, dans cette slide, on vous donne des exemples très concrets, mais qui sont volontairement banals. Un post LinkedIn qui va justifier une décision stratégique, une réaction à un sujet sociétal présenté comme personnel, une prise de parole qui est destinée à apaiser une tension interne. Ce sont tout autant de cas qu'on rencontre quotidiennement sur les réseaux sociaux, donc principalement sur LinkedIn, mais aussi sur X, sur le réseau X. Et dans tous les cas, la frontière entre la personne physique et l'entreprise, bah, elle s'estompe, elle devient floue. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que ce qui est perçu comme une parole personnelle va être interprété dorénavant par tout le monde, par les salariés, par les partenaires, par les médias, comme la position de l'entreprise. Et à partir de là, bah, on change de registre parce que le risque encouru, il est beaucoup plus large. Il ne se limite pas simplement à l'image du dirigeant, mais on parle même de risque et de risque plus général, de risque juridique pour l'entreprise, de risque RH, de risque réputationnel bien sûr, de risque de gouvernance. Donc une prise de parole, ça peut déclencher tout un tas de choses, ça peut déclencher une crise interne. On peut avoir des accusations qui visent un dirigeant et ça peut fragiliser l'entreprise. On peut avoir un ancien contenu qui va ressurgir du passé et contredire des valeurs qui sont affichées aujourd'hui, etc., etc. On verra quelques exemples dans notre exposé. Et donc, c'est cette bascule qu'il faut avoir en tête pour comprendre la suite de ce qu'on va vous exposer. Alors, on a essayé de tenter, dans la slide 4, de dresser une cartographie des risques réputationnels du dirigeant. Et il est important de la lire comme telle, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement un seul risque, et c'est assez rare maintenant de voir un seul risque, mais plutôt une pluralité de risques qui peuvent arriver. Alors, premier bloc, vous voyez les prises de parole personnelles. Oui, des positions publiques sur les réseaux sociaux, elles peuvent être même informelles, peuvent être associées à l'entreprise. On l'a vu, c'est le risque le plus visible, mais ce n'est pas le seul. Et Fabien, tout à l'heure, vous donnera un exemple de prise de parole qui est même réduite à sa plus simple expression, mais qui va avoir qui a eu des répercussions importantes. Mais plus souvent, ces prises de parole, c'est un tweet, un coup de gueule, ou même quelque chose de plus neutre qui va peut-être avoir des effets de bord imprévisibles au moment où on les écrit. Dans le deuxième bloc, on a ce qu'on a appelé les risques hérités. Là, c'est les anciens contenus. Ce sont des déclarations passées, des prises de position qui sont devenues incompatibles avec des valeurs actuelles. Et on sait bien que ce type de déclaration, dans un monde où les valeurs évoluent vite, bah, ça peut revenir un peu comme un boomerang. Il faut savoir que la mémoire numérique est longue et qu'elle ne pardonne pas les incohérences ou les contradictions. On peut aussi mettre dans cette deuxième case l'actualité sur les fichiers Epstein. C'est un peu le passé qui revient et qui revient hanter le présent avec des événements qui se sont passés. Troisième bloc, c'est les risques relationnels. Et là, c'est toutes les tensions internes de l'entreprise avec des salariés, avec des partenaires ou avec des actionnaires qui peuvent devenir publiques, puisque beaucoup de crises réputationnelles naissent à l'intérieur avant d'exploser à l'extérieur. Et on sait bien que notamment des syndicats peuvent être tentés de jouer de la caisse de résonance des réseaux sociaux pour donner euh, un écho à une crise ou à des tensions internes. Et donc se servir des réseaux sociaux pour porter
ces cas sur la place publique. Et puis le quatrième bloc, ce sont les risques exogènes. Et là, c'est lorsque on va plus viser l'entreprise, mais on va viser, enfin, pour viser l'entreprise, on va viser son dirigeant dans le cadre de campagnes ciblées, dans le cadre d'actions d'activisme ou lorsque les médias s'en prennent à une entreprise. Donc là, le dirigeant devient une cible, parfois indépendamment de ses actes récents. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas présent sur les réseaux qu'il ne sera pas pour autant ciblé, mais c'est parce qu'il incarne l'image de l'entreprise. Donc ce qu'il faut retenir là, c'est que la crise euh, dont on parle, c'est plus un événement ponctuel, c'est devenu un environnement permanent. Et cela signifie que l'enjeu n'est pas seulement de gérer une crise, mais en fait de s'organiser, d'organiser la capacité de l'entreprise à vivre dans cet environnement qui ressemble davantage à une sorte de champ de mine et dans lequel les crises sont susceptibles de provenir de plusieurs sources. Donc l'idée, c'est pas forcément d'être particulièrement pessimiste, encore que, mais c'est surtout de prendre conscience que les atteintes peuvent provenir de sources multiples et difficilement prévisibles. Donc là, je passe la parole à Fabien qui va nous donner des éléments sur la réputation par rapport à la valeur de l'entreprise. Merci beaucoup Alain et bonjour à toutes et à tous. Effectivement, Alain a posé un décor extrêmement clair. S'il y a une chose à retenir avant d'aborder la suite, c'est qu'effectivement, on vit dans un monde qui est de plus en plus polarisé, voire extrêmement polarisé aujourd'hui. Donc, ce qui nécessite une attention accrue à la réputation du dirigeant ou de la dirigeante et du système de gouvernance à mettre en place. Ceci étant dit, ce qui est important sur le slide que vous avez sous les yeux, les chiffres sont loin d'être anecdotiques et sont plutôt issus d'études récentes. Quand on dit qu'environ la moitié de la réputation d'une entreprise est attribuable à son dirigeant, ça signifie que quasiment la moitié de la perception globale en termes de réputation repose sur une personne. C'est plus marginal, c'est plus symbolique, ça devient structurant. Autre chiffre, une immense majorité des publics associent désormais réputation du dirigeant et réputation corporate. Alain, vous en parlez au tout début de l'intervention tout à l'heure. Ça signifie désormais que la dissociation entre les deux devient théorique. C'est-à-dire qu'on pense au dirigeant, on pense désormais invariablement à l'entreprise et vice-versa. Alors, on peut se répéter comme un mantra que la personne et l'entreprise sont distinctes. Dans l'espace public et notamment sur les réseaux, elles ne le sont de facto pas du tout. Et dans un contexte de défiance généralisée, on l'a vu, hein, et on vient de le répéter dans un monde de plus en plus polarisé, dans un contexte de défiance envers les élites économiques et institutionnelles, cette personnalisation de l'image du dirigeant devient encore plus forte. Alors pourquoi? Parce que les publics, et c'est tout à fait humain, hein, cherchent un repère et des repères humains. Ils cherchent quoi? Ils cherchent un visage, une voix, une cohérence. Alors la confiance abstraite envers une organisation, par nature, elle est plutôt faible, à part si on est ce qu'on appelle une love mark, je sais pas, un Nike, un Coca, etc. Et encore, selon les évolutions réglementaires et selon les choix qui sont opérés. En revanche, la confiance relationnelle envers une personne, naturellement, elle peut être plus forte, mais c'est le pendant un peu, entre guillemets, négatif de cette confiance relationnelle qui peut être plus forte, elle est aussi, par nature, plus fragile. Alors concrètement, qu'est-ce que ça peut impacter? Alors ça a des impacts qui peuvent être tout à fait concrets, hein. Ça peut impacter la valorisation boursière d'une organisation, la confiance bancaire, la solidité par exemple d'une levée de fonds. Si la figure de proue d'une start-up ou d'une scale-up est en pleine levée et rencontre des problèmes réputationnels, la capacité à signer de gros contrats parce que il y a ce qu'on appelle entre guillemets un bad buzz qui est en train de traîner en même temps sur les réseaux, ou la capacité à attirer des talents clés pour l'entreprise parce que l'image du dirigeant ou de la dirigeante est un petit peu chahutée. Donc un dirigeant ou une dirigeante perçue comme instable, in fine, peut déclencher une décote, une inquiétude des investisseurs,
une crispation de l'interne, que ce soit les collaborateurs ou les futurs collaborateurs. Et à l'inverse, un dirigeant ou une dirigeante perçu comme solide, avec une réputation maîtrisée, et je fais une petite parenthèse, une réputation maîtrisée, parce qu'on parle beaucoup de conversationnel depuis tout à l'heure, mais une réputation maîtrisée, cela passe avant tout par la maîtrise de sa première page Google, sa présence Wikipédia, etc. Il y a un vieil adage dans la e-réputation qui dit qu'il n'y a pas une meilleure place que la page 2 des moteurs de recherche pour cacher un cadavre. Voilà, ceci étant dit, on peut enchaîner. Donc, à l'inverse, un dirigeant perçu comme solide peut rassurer un marché en période de turbulence, accélérer une décision commerciale ou fluidifier une négociation stratégique. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que la réputation du dirigeant agit comme un multiplicateur. Elle amplifie soit le positif, mais ça peut être aussi un accélérateur de facteurs négatifs parce que problématiques rencontrées, choix malencontreux ou hasardeux en termes de prise de parole ou d'action sur le social media. Et dans cet environnement volatile que l'on évoque depuis tout à l'heure, l'amplification négative peut être relativement, somme toute, assez brutale. Alors, on le dit en creux et de manière même plutôt claire depuis tout à l'heure, les dirigeants sont désormais massivement exposés sur les réseaux sociaux. On n'est plus du tout sur une logique marginale. Alain en parlait tout à l'heure. La présence des dirigeants sur les réseaux, c'est devenu la norme, hein, puisque moi, je me rappelle quand j'ai commencé le métier à l'orée des années 2010. C'est marrant parce que Alain citait Michel-Édouard Leclerc tout à l'heure. Alors, on a accompagné le démarrage de sa présence sur les réseaux. Mais somme toute, aux alentours de 2009, 2010, 2011, c'était relativement à la marge. C'est-à-dire que Timide. les dirigeants se préoccupaient surtout de la maîtrise de leur page Wikipédia, donc comment on pouvait l'optimiser, l'organiser pour, entre guillemets, la neutraliser, si toutefois il y avait des problématiques à neutraliser. Mais l'enjeu d'être vocal à cette période-là n'existait pas ou vraiment très très peu. C'est depuis l'accélération notamment propulsée par Twitter et désormais X, l'avènement de LinkedIn qui est monté en puissance ces 5-6 dernières années, où c'est devenu vraiment un caractère normatif pour la présence des dirigeants sur les réseaux sociaux. Donc ça change tout en fait, parce que LinkedIn, pour vous donner une image, aujourd'hui, c'est devenu la principale agora professionnelle, parce que, comme le disait Alain tout à l'heure, il n'y a plus de filtres. On n'a plus forcément besoin d'intermédiation avec des tiers, et notamment les médias. Donc un CEO, un dirigeant, une dirigeante qui a quelque chose à dire peut tout à fait prendre la parole aujourd'hui sur les réseaux. Et évidemment, en étant cohérent par rapport à la stratégie de communication de l'entreprise, mais LinkedIn est devenu la principale agora professionnelle. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que la prise de parole du CEO génère beaucoup plus d'engagement que la marque corporate. Et c'est somme toute assez logique par rapport à ce qu'on se disait précédemment, parce que le public se retrouve un peu plus difficilement vis-à-vis d'une marque en termes de confiance et de projection que par rapport à une figure humaine. Alors pourquoi? Parce que les algorithmes, favorisent l'incarnation, mais également, et c'est le point 2, les audiences recherchent de la vision, de la cohérence, de la personnalité et une capacité à se projeter dans ce que va dire le dirigeant ou la dirigeante. Donc, un poste, pour être tout à fait pratique et concret, un poste corporate va être perçu comme institutionnel, un poste CEO va être perçu comme naturellement plus humain, et l'humain génère plus d'engagement, mais l'engagement devient ambivalent. Plus l'engagement est fort, plus le potentiel de viralité est élevé, et plus la viralité est élevée, plus le risque de sortie de contexte est important. Donc, c'est un peu un effet mécanique, en fait. C'est-à-dire qu'on attend du dirigeant de la prise de parole parce qu'on veut se projeter. Si la prise de parole est clivante ou trop engageante, elle peut générer une forme de viralité beaucoup plus puissante. Et si la viralité est beaucoup plus puissante, on va aller au-delà des communautés qu'on voulait toucher au départ de sa prise de parole et donc potentiellement percuter des communautés qui sont plus éloignées de vos enjeux, qui vont voir votre sujet peut-être avec un regard différent et qui vont pouvoir le commenter de manière différente. Donc, un poste pensé pour des pairs, in fine, ça peut toucher des militants, des journalistes, des communautés qui ne sont pas forcément favorables, voire plutôt hostiles à vos sujets, des acteurs politiques qui vont pouvoir ou vouloir derrière l'instrumentaliser ou détourner
de sa vertu première. Donc l'audience réelle dépasse souvent, la plupart du temps, l'audience imaginée au départ lorsque le dirigeant ou la dirigeante construit sa prise de parole. Donc ce que je veux dire par là, c'est que dans cet environnement, la moindre ambiguïté peut devenir un angle d'attaque. Donc, on en revient au sujet de gouvernance et de la préparation de l'organisation de la prise de parole. Et très rapidement là-dessus, Alain en parlait tout à l'heure aussi, un point qui nous semble assez fondamental, c'est la traçabilité. Tout est archivé. Alors, le web, la mémoire numérique du web n'est pas uniquement très longue. On a l'habitude de dire que le web n'oublie rien. Et pour preuve, je pense qu'on en a des preuves tous les jours, voire toutes les semaines. Donc, tout est archivé, les likes, les commentaires, les partages. Donc, ce qui était autrefois éphémère et ce qui restait dans un cadre, on va dire, un terrain de jeu assez classique, hein, réunion de conseil d'administration, la discussion avec les suiveurs médiatiques, etc. Aujourd'hui, c'est désormais permanent par l'effet de rémanence du web. Et cette permanence, elle crée une nouvelle exigence, celle de la cohérence. Donc, un dirigeant doit être cohérent non seulement dans l'instant, mais aussi dans le temps, et pas uniquement penser la séquence. J'ai une annonce de résultat, je fais une tribune sur LinkedIn, etc. Mais projeter ça sur 6 mois, 12 mois, 18 mois, de façon à ce que dans l'analyse du temps long, les choses ne se retournent pas en défaveur du dirigeant ou de la dirigeante à terme. Alors, sur ce slide, on a voulu rentrer encore plus dans le concret sur ce qu'on a qualifié comme étant un effet business direct et mesurable. Aujourd'hui, il est essentiel, de notre petit point de vue, hein, de ne pas tomber dans une vision uniquement défensive, évidemment, parce que la réputation du dirigeant, ça peut aussi être un levier offensif, ou en tout cas un levier de narration, on va dire, positive. Par exemple, dans certains secteurs B2B, la parole du dirigeant, une parole organisée, gouvernée et efficace, peut générer des leads qualifiés, des prises de contact directes, des opportunités, éventuellement des opportunités partenariales. Pourquoi? Parce que tout simplement, la décision d'achat repose souvent sur la confiance. On en parle depuis tout à l'heure assez longuement, et cette confiance est relationnelle. Et un CEO qui publie régulièrement des analyses sectorielles fines montre, un, qu'il comprend le marché, deux, qu'il anticipe ses évolutions, et trois, qu'il potentiellement maîtrise les enjeux réglementaires. Donc ça crée ce qu'on appelle un effet d'autorité. Et un investisseur qui observe la parole d'un dirigeant va analyser sa stabilité émotionnelle, sa capacité à structurer une vision, et également, ce qu'on évoquait sur le slide précédente, sa cohérence inscrite dans le temps. Donc la prise de parole devient un outil d'influence stratégique, et cette puissance suppose, in fine, une discipline. Il faut une ligne éditoriale claire, une cohérence avec la stratégie de l'entreprise et la stratégie de communication de l'entreprise, et évidemment une articulation avec la communication corporate. Sinon, qu'est-ce qui se passe? On crée un décalage, et ce décalage entre la parole et la réalité est l'un des facteurs de crise les plus puissants, parce que l'entreprise ne peut pas dire A et le dirigeant ne peut pas dire B. Une parole trop ambitieuse peut créer une attente excessive, et une parole trop engagée peut créer une polarisation. Et à contrario, un silence prolongé peut créer ce qu'on appelle de la suspicion. Donc il faut piloter la parole comme on pilote un actif stratégique. Donc là, on va rentrer, Alain en parlait un petit peu en préambule, mais on va parler concrètement de ce que les réseaux ont fondamentalement changé. C'est un mot extrêmement dur à dire. Et je te repasse le micro, Alain, si Oui, tu enfin, veux. on peut faire un ping-pong sur cette Ouais, slide. Effectivement, ce que les réseaux ont changé, c'est, tu l'as dit tout à l'heure, hein, cette désintermédiation, ça aussi c'est pas facile à dire. C'est qu'en fait, là où par le passé, on passait par des journalistes, on passait par un média au sens un médium, au sens littéral du terme. Là, on y va directement. Il n'y a plus de temps pour la reformulation, il n'y a plus la distance. Alors, comme tu le disais, c'est puissant, mais c'est aussi une grosse source de risque. Après, je te laisse me dire le suivant, si tu veux, mais La deuxième rupture, naturellement, c'est l'accélération, parce que on l'a un petit peu évoqué en creux depuis tout à l'heure, mais une controverse peut émerger le matin et devenir nationale le soir, et on va le voir dans le slide suivant. Ça raconte une chose, hein, que les cycles médiatiques sont compressés. On a l'habitude de dire
je ne devrais pas le dire et je vais citer personne, vous inquiétez pas, une actualité en chasse une autre, etc. Ce qui est vrai, c'est-à-dire qu'on va passer d'un bad buzz à un autre, etc. Mais n'oublions pas l'effet de rémanence et l'effet longue traîne dont on parle depuis tout à l'heure. C'est pas parce que le bad buzz a été chassé par le bad buzz B 24 heures après que ce bad buzz A qu'on a rencontré le 19 février 2026 ne va pas ressurgir dans 3 ou 4 ans lorsque tel ou tel dirigeant va prendre de nouvelles fonctions, etc. Donc c'est pas parce qu'il est chassé par la temporalité médiatique et l'effet bad buzz mécanique qu'il ne reviendra pas quelques mois ou quelques années après. Et c'est d'ailleurs lié au troisième point, qui est le fait qu'il y a une mémoire numérique. Donc effectivement, le bad buzz aura peut-être moins de résonance, mais il sera toujours là, parce que cette mémoire numérique permanente, on en parle depuis tout à l'heure, c'est que tout ce qui est sur Internet, je disais, post, like, commentaires, interaction, ça persiste indéfiniment. Il y a des traces qui sont laissées. Ça peut être exploité, réexploité, recontextualisé. Ça peut ressortir à n'importe quel moment. On l'a vu, par exemple, les politiques, c'est un peu le jeu classique. Les politiques qui balancent des opinions, on leur renvoie, on exhume des posts ou des commentaires contradictoires. Par exemple, Marine Le Pen sur ses prises de position sur l'inéligibilité des politiques condamnés. Donc c'est une sorte de jeu auquel se livrent les nouveaux journalistes des réseaux sociaux, mais c'est quelque chose effectivement d'important dans ce que les réseaux apportent. Ouais. Ouais, complètement. Et pour compléter le quatrième point, on parle beaucoup de polarisation depuis tout à l'heure. Alors, cette polarisation, elle touche également les algorithmes. On le sait tous et toutes autour de la table, hein, les plateformes social, quelles qu'elles soient, LinkedIn, X, etc. De facto, ça favorise les contenus qui suscitent de l'émotion. Parce que l'indignation, l'admiration et la colère, ça génère quoi? Ça génère de l'engagement. C'est ce qu'on peut appeler du slacktivism. Si on est derrière son écran et qu'on partage une cause parce qu'on est sensible aux animaux, parce qu'on est sensible à la fonte de la banquise, parce qu'on est sensible à la défense de telle ou telle cause, le clic et l'engagement en termes d'utilisateurs va être beaucoup plus simple à activer par rapport à d'autres sujets. Donc ça raconte que les contenus clivants sont amplifiés de facto par la motorisation, on va le dire comme ça, des réseaux. Donc, in fine, ça crée un environnement structurellement instable. Donc, la crise, c'est plus comme il y a 10, 15, 20 ans, c'est plus un accident. Elle est latente et elle est écosystémique, comme le disait tout à l'heure Alain. Et donc, dans cet environnement latent, l'improvisation peut devenir dangereuse et c'est exactement ce qu'on va voir dans le slide Dans d'après. les exemples, ouais. Ouais, Oui. absolument. Alors, je ne sais pas si vous l'avez en tête. Alors, hasard du calendrier total, hein. C'est pas du tout fait exprès, mais on fête, entre guillemets, les 1 an de ce sujet. Alors, je vais essayer d'être clair parce que ça a été une crise qui a duré à peu près 1 mois, donc entre janvier 2025 et le début du mois de février 2025. Donc, pour vous donner un petit peu de contexte, on parle du patron de presse du groupe EBRA. Donc, le groupe EBRA, c'est le Dauphiné Libéré, c'est l'Est républicain, etc. Et le groupe EBRA a un actionnaire unique, me semble-t-il, qui est une banque qui s'appelle le Crédit Mutuel. Donc, le PDG du groupe EBRA a une présence LinkedIn, poste de temps en temps, etc. Il se trouve que ce chef d'entreprise a liké à plusieurs reprises des contenus qu'on va qualifier de politiquement clivants, issus de figures, de personnalités politiques, pardon, situées sur un certain bord extrême de l'échiquier politique, on va le dire comme ça. Il s'agit juste de likes, hein. Pas de commentaires, pas de posts, pas de republications, etc. On parle de 2 voire 3 likes sur des posts de personnalités politiques. Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Naturellement, qu'est-ce que l'on fait lorsqu'on est soit journaliste dans des titres de presse de ce groupe, ou soit suiveur médiatique, etc. On fait des captures d'écran. Pardon. Ces captures d'écran circulent auprès, par exemple, du syndicat national des journalistes, auprès des syndicats de chacun des groupes de médias, etc. Ça allie, entre guillemets, les forces syndicales ou les collaborateurs internes, parce que derrière, la question qui se pose, c'est celle de la neutralité journalistique. Ces captures d'écran sortent, et ce qui se passe, c'est que le 23 janvier, me semble-t-il,
Elles sont transmises à un média que vous connaissez sans doute qui s'appelle Mediapart et qui publie une enquête pour, de manière factuelle, raconter ce que ce PDG a fait comme action sur LinkedIn. Et encore une fois, on ne parle pas de X, on parle de LinkedIn et on parle encore une fois de like. Donc, Mediapart sort, les syndicats de journalistes sont vent debout, évidemment, et appelle à la démission. Donc, qu'est-ce que fait le PDG à ce moment-là? Il adopte une tactique en deux temps. La première tactique, qui est assez classique dans ce type de situation, c'est de dire, mon compte a été piraté, ce n'était pas moi qui étais derrière, je n'y suis pour rien. Cette séquence dure à peu près 24 ou 48 heures. Entre guillemets, elle ne dupe personne. L'actionnaire Crédit Mutuel en profite pour mettre un coup de pression pour dire que ça ne correspond pas aux valeurs des bras, etc. Donc, grosso modo, ce qui se passe, c'est que le couperet tombe 3 jours après le PDG du groupe EBRA, Philippe Carly, démissionne à la fin du mois de janvier. Donc tout ça s'est passé dans une temporalité, et pardonnez-moi si je ne suis pas extrêmement précis, parce que ça ne date que d'un an, mais ça date quand même d'un an. Ça a duré environ une semaine entre la remontée des captures d'écran de ces likes, la sortie de Mediapart, la première ligne de défense du dirigeant, le coup de pression de l'actionnaire historique du groupe de presse et, in fine, la démission de Philippe Carly. Donc ça nous raconte une chose simple, hein, ça nous raconte qu'on parle, même si le geste peut paraître anecdotique, les likes, on parle d'un risque stratégique pour la crédibilité d'un groupe de presse. Donc la pression derrière, elle devient institutionnelle et la séquence, on l'a vu, se termine par une démission. Donc c'est pas l'ampleur du geste qui compte, c'est le contexte. Et le contexte là, c'est un groupe de presse, donc avec toute la déontologie qui va derrière, et puis la structuration également en voie syndicale du groupe de presse. Donc dans certains secteurs, la neutralité est un actif et un signal perçu comme étant idéologique, fatalement, ça devient in fine un sujet de gouvernance. Donc dans l'environnement actuel, il n'existe plus de gestes numériques neutres. Les dirigeants et les dirigeantes sont observés, quel que soit le geste qu'ils actionnent sur les réseaux, du like jusqu'à la tribune d'engagement. Deuxième cas qui va peut-être vous faire sourire, qui est un peu plus récent, qui date, je crois, de l'été dernier. Donc, vous avez le CEO de mémoire qui s'appelle Andy Byron, CEO d'une boîte qui s'appelle Astronomer, une boîte de la tech de la Silicon Valley. Donc, avant cet épisode qu'on va détailler, personne ne connaissait ni Andy Byron ni Astronomer. Il se trouve que Andy Byron, que vous voyez sur la photo, était présent à un concert de Coldplay. Et vous savez, dans les concerts, c'est très américain, que ce soit dans les concerts ou les matchs, les rencontres sportives, que ce soit de football américain, de baseball, etc., vous avez ce qu'on appelle la kiss cam. C'est-à-dire que vous avez un écran géant dans le stade ou au sein de l'enceinte qui diffuse l'événement, qui fait des close-up sur des couples et les encourage un petit peu à s'embrasser. Or, il se trouve que le CEO d'Astronomer était présent lors de l'événement, lors de ce concert, avec sa DRH et non pas avec sa femme. Donc on le voit tout sourire. Alors là, c'est une capture d'écran, mais si vous avez en tête ou si vous avez vu la séquence vidéo dans la seconde, il est très très gêné, surtout la personne qui est à ses côtés et qui est DRH du groupe Astronomer, et ils essaient de se cacher, etc. Donc là, on est dans une situation intime avec une collaboratrice, donc c'est pas une fuite confidentielle, c'est pas une caméra cachée, c'est une captation publique. Donc derrière tout ça, la vidéo commence à circuler sur X. Bon, c'est assez croquignolesque, voire un peu folklore, mais ça circule sur X, sur LinkedIn, puis les médias s'en saisissent. Tout d'abord les médias people, puis ça commence à buzzer, etc. Donc Très derrière, ça rapidement, peut... ça allait très vite hein, quand même, je crois. C'est allé extrêmement vite en Oui, 3 jours, en 3 jours. la question qui a émergé très rapidement, c'est la question de l'asymétrie de pouvoir. C'est-à-dire que est-ce que c'était une relation libre? Est-ce que c'est un abus implicite? Est-ce que c'est compatible avec la culture affichée par Astronomer? Donc on en revient à ce qu'on disait entre l'entreprise et l'image du dirigeant.
Et donc, en quelques heures, la séquence devient un sujet interne, un sujet RH et un sujet de gouvernance. Donc, le conseil d'administration se réunit, le CEO, dans un premier temps, est mis en congé et dans un second temps, très rapidement derrière, il est forcé à quitter ses fonctions. Donc là, le point clé, c'est que la crise, elle n'est pas déclenchée par une infraction pénale, pas du tout. Elle est déclenchée par ce qu'on appelle une perception culturelle. Donc, dans l'environnement actuel, la perception d'un déséquilibre, bah, finalement, ça suffit. Et donc là, en l'occurrence, la crise, elle n'est pas juridique, elle est purement réputationnelle. Et quand la culture devient centrale dans l'analyse des publics, bah, la perception suffit à déclencher une décision. Très très rapidement, parce que je le vois que le temps file, Ouais. je vous fais pas l'injure de vous présenter la personne que vous avez en face des yeux. Donc c'est un cas plutôt extrême, mais il est assez révélateur dans le déséquilibre entre la marque personnelle et les marques corporate. Donc Elon Musk, X, SpaceX, Tesla, etc. Musk prend régulièrement des positions publiques, qu'elles soient politiques, sociétales, économiques, et ses prises de parole personnelles influencent directement la perception de Tesla, sa valorisation boursière, la couverture médiatique. Rappelez-vous, il y a 5 ans ou 6 ans, il avait publié un tweet euh, un soir très tard, et le lendemain, le cours de l'action avait chuté de 30 ou 40%, quelque chose comme ça. De la même manière, il avait participé à un podcast du célèbre podcasteur Joe Rogan, et pardonnez-moi l'expression, je vais être assez direct, il avait participé à ce podcast, qui est un podcast filmé, hein, en fumant des substances prohibées, donc là aussi avec un impact réputationnel sur les marques. Donc là, ce que ça montre, à travers l'exemple d'Elon Musk, on serait ravi d'en discuter plus en aval, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Ça montre que la frontière individu-entreprise, elle est totalement poreuse. Le dirigeant devient la marque, en tout cas dans ce cas-là. La marque devient l'extension du dirigeant, à contrario. Donc c'est extrêmement puissant, mais c'est aussi extrêmement instable, dans la mesure où ce dirigeant sait manier de manière polémique, instrumentalisée, etc., la gestion de ses communautés sur les réseaux. Donc Musk, il montre quoi? Il montre que la personnalisation peut être un accélérateur de puissance, mais il montre aussi qu'elle peut aussi devenir un facteur de volatilité stratégique. Je te repasse Bah, la parole sur des ouais, aspects juridiques. les aspects juridiques, et donc on va voir ce que le droit protège et comment il protège. Et donc c'est un peu on peut appeler la boîte à outils juridique. Et il faut être très clair, bah, le droit ne protège pas en soi la réputation en tant que telle. Le droit va protéger voilà, va protéger certaines attentes précisément qualifiées. Et effectivement, lorsqu'il y a une crise réputationnelle qui vise un dirigeant, le réflexe qu'on peut souvent avoir, c'est d'agir juridiquement. En réalité, le droit n'offre pas une réponse globale. Il y a une série de leviers juridiques qui peuvent exister pour des situations particulières et pas des réponses à tout. Pourquoi? Parce que il faut rappeler qu'on est bien souvent dans un contexte de liberté d'expression et que toutes les infractions que je vais vous dérouler rapidement, elles sont là pour protéger des personnes contre des atteintes à des aspects de sa réputation, mais elles sont des limites à la liberté d'expression. Et donc, le droit, la jurisprudence, les textes décident qu'il faut interpréter toutes ces limitations de façon très restrictive. Alors, le premier levier auquel on pense, très souvent, c'est pas toujours le cas, hein, dans les exemples que Fabien nous a donnés, c'était pas le cas, mais l'atteinte peut être constituée par la diffamation. La diffamation, c'est un très ancien délit de 1881. Qu'est-ce que c'est? Il faut donner une définition. C'est l'imputation publique d'un fait précis qui porte atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne. L'exemple typique, c'est on va imputer à une personne d'avoir commis une infraction, une malversation. Alors l'action en diffamation, c'est un outil qui peut être puissant effectivement, mais c'est un outil qui est très délicat. Procéduralement, c'est très complexe, il y a beaucoup de choses trappes, en termes de procédure, mais on peut toujours avoir affaire à un avocat qui s'y connaît et là tout va bien. Mais c'est surtout une action qui est à double tranchant parce que lorsqu'on fait une action en diffamation, eh bien on va possiblement, même quasiment tout le temps, relancer médiatiquement, l'accusation parce que, au moment du procès en diffamation, c'est l'occasion d'un nouveau débat dans lequel l'accusé va, pour se défendre, tenter de rapporter la preuve de ses propos
il va tenter de rapporter la preuve de la vérité, il va peut-être rameuter la presse pour donner un nouvel écho. Donc c'est un danger collatéral auquel il faut penser. À côté de la diffamation, on a un délit qui est voisin, c'est celui de l'injure, qui vise les propos infamants, mais qui ne renferme pas l'imputation d'un fait précis. Par exemple, un tel est un connard, une telle est une ordure. Donc ça c'est répréhensible, bien sûr, c'est pénal. Bon, on peut le poursuivre aussi au civil, mais j'ai les mêmes remarques que précédemment, c'est-à-dire que procéduralement c'est complexe et ça redonne une vigueur aux propos. On remet à nouveau sur la place publique, donc c'est à manier avec pas mal de précautions. Attaché à ces deux infractions de droit de la presse, on a le droit de réponse en ligne, qui est une possibilité dès qu'on est mis en cause, simplement, pas forcément diffamé, mais mis en cause dans un texte, et ça marche aussi en ligne, la possibilité d'apporter son droit de réponse. Le but, c'est de rétablir les faits. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les réseaux sociaux, ils s'exercent non pas par un courrier, mais en live. À partir du moment où le réseau permet de répondre, eh bien, on a la possibilité d'exercer son droit de réponse automatiquement. Mais bah là, on voit aussi la limite. Je vais être très trivial, mais c'est aussi remettre 100 balles dans la machine. On entretient le débat, on redonne une nouvelle résonance aux affirmations, on redonne un nouvel écho. Donc ça, c'était pour les infractions dites de presse, on verra qu'il y en a peut-être d'autres. Il y a un deuxième levier, j'en reparlerai après, mais c'est la distinction entre les opinions par rapport aux faits. Qualifier, c'est ce que vous avez sur la slide, un dirigeant d'incompétent ou de toxique, ben, on va considérer que c'est une opinion parce qu'il n'y a pas un fait derrière et puis c'est pas non plus une injure. Et le droit ne sanctionne pas la violence d'une opinion, mais seulement l'imputation d'un fait. On verra ce que ça implique un petit peu plus loin. Troisième levier possible, c'est l'atteinte à la vie privée. C'est donc lorsqu'un élément personnel est utilisé pour commenter une décision professionnelle. Enfin, le cas, par exemple, de Astronomer aurait pu être mis en œuvre, mais la frontière est assez floue entre le public et le privé. Lorsqu'un dirigeant s'expose publiquement, on va considérer qu'on n'est plus dans le domaine de la vie privée. Dès que le dirigeant est dans un lieu public, même s'il est avec des personnes compromettantes, par exemple, il a fait le choix d'être dans un lieu public et de se montrer, il ne peut pas invoquer sa vie privée. Ça va être un peu la même chose pour le droit à l'image, où des photos sorties de leur contexte, des vidéos détournées, des montages. Donc ça, ces atteintes, elles sont plus simples à qualifier, peut-être plus rapides à neutraliser. On peut facilement faire une action en référé, mais là, ça va aussi dépendre du contexte. Il faut vraiment analyser les choses, puisque dès que encore une fois, le dirigeant ou son image a été captée dans un lieu public, on ne peut pas considérer qu'il est protégé de la même manière que si ça avait été repris. Et c'est vrai que les dirigeants, à de rares exceptions près, ne sont pas encore la proie de paparazzi, donc ils sont plutôt photographiés ou leur image est prise dans des contextes publics. Cinquième levier, c'est l'usurpation d'identité. C'est quelque chose qui existe depuis assez peu de temps dans notre droit. Il y a il y a un article du Code pénal qui permet de réprimer ces comportements, donc tout ce qui est faux compte, fausse prise de parole, confusion volontaire. Lorsque on cherche à tromper sur l'identité, là c'est une infraction pénale et pour faire cesser ce type d'atteinte, on va demander l'aide de la police et de la justice. Et puis, il faut aussi parler du rôle des plateformes. Les plateformes, qui dit réseaux sociaux dit plateforme, et donc elles ont un rôle à jouer. Elles ont un rôle qu'elles ne veulent pas jouer parce elles se battent depuis leur création sur le fait qu'elles ne veulent pas être juges de l'illicite. Donc, là récemment, il y a un règlement communautaire, le Digital Service Act, le DSA, qui est venu imposer des mécanismes formalisés qui permettent de notifier des contenus illicites et d'obliger ces plateformes à traiter ces contenus et à les supprimer. Mais encore faut-il qu'on soit vraiment dans quelque chose de réellement illicite. C'est-à-dire prétendre, par exemple, que des propos sont diffamatoires, tant qu'un juge n'a pas dit que c'était véritablement diffamatoire, la plateforme peut se retrancher derrière le fait qu'il y a un débat et qu'elle ne veut pas être juge de ce caractère illicite et refuser de faire droit. Voilà, tout ça dit rapidement montre que le droit protège contre certaines atteintes précises, mais pas contre toutes les atteintes, et que donc, à chaque fois, il faut faire un arbitrage, il faut qualifier la situation et voir si on tombe bien dans le cas d'une des infractions ou des infractions qu'on vient de voir.
Mais le problème, et c'est la slide suivante, c'est que le droit ne protège pas tout ou protège peu. Il faut malheureusement éviter les illusions. D'abord, la première limite, c'est que, je commençais à le dire tout à l'heure, les jugements de valeur, même sévères, c'est la jurisprudence qui dit même sévères, sont largement protégés par la liberté d'expression. Et sur les réseaux sociaux, on est passé dans un monde où, précisément, les expressions, et leur bruit, à l'époque, qui était le fait de journalistes, donc de professionnels qui avaient une déontologie, on est passé à un monde où la parole et son amplification appartiennent à tous. Et la jurisprudence encourage l'usage de cette liberté en considérant, par exemple, que les avis de consommateurs, les prises de position de Kidam, de tout un chacun, peuvent être sévères du moment qu'elles ne sont que des opinions. Donc ça laisse la place à des critiques ou des opinions qui sont parfois violentes, qui peuvent écorner l'image et la réputation du dirigeant, et sur lesquelles il n'y a pas de levier juridique. Deuxième limite, c'est les informations exactes, mais qui peuvent être préjudiciables. Une information qui est vraie peut être juridiquement licite tout en étant réputationnellement destructrice. Et si l'info est vraie, il n'y a pas de place pour la diffamation ou pour tout autre levier juridique. Le troisième, la troisième limite, c'est la viralité et la rapidité. Tout à l'heure, Fabien le disait, ça va extrêmement vite et ça va vite et loin. C'est-à-dire que les contenus sont massivement diffusés. Un post, une story, c'est en plus instantané, volatile et on peut arriver souvent trop tard. Et la quatrième limite, elle est liée aussi à ça, c'est sans doute, à mon sens, la plus gênante et la plus importante, c'est le temps judiciaire. Le temps judiciaire, même en référé, est très lent, il n'est pas compatible avec ce temps médiatique. On sait qu'un procès, même en droit de la presse où les délais sont raccourcis, c'est au minimum une procédure qui va durer 1 an, autant dire une éternité par rapport au temps des réseaux sociaux. Donc c'est quelque chose vraiment à prendre en considération. Donc en définitive, on peut avoir raison juridiquement, mais perdre réputationnellement. Ça ne veut pas dire, je ne suis pas en train de vous dire jetez le droit à la poubelle et on ne s'en sert pas, mais il faut que ce soit le droit est une composante dans une stratégie globale et ce n'est pas une réponse autonome qu'on peut apporter. Et c'est là qu'on arrive sur les arbitrages et en temps réel qu'il faut faire lorsqu'on est face à une crise de réputation. Et en fait, les dilemmes, on en a identifié 4, mais vous y pensez sans doute. C'est ceux auxquels sont confrontés les dirigeants, leurs COMEX. D'abord, notre conseil, c'est qu'il faut collaborer entre juridiques et communicants euh, à ce moment-là. C'est au moment où on va prendre la décision. Mais les dilemmes, c'est cela. C'est d'abord, est-ce qu'on judiciarise ou est-ce qu'on contient? Est-ce qu'on engage une procédure? Mais attention, ça peut amplifier la crise. Mais à l'inverse, est-ce qu'on se tait, mais ça peut être interprété comme un aveu? C'est le premier dilemme. Est-ce qu'on répond ou est-ce qu'on se tait? Toute réponse, effectivement, peut nourrir la controverse. Vous connaissez sans doute le fameux effet Streisand, hein, du nom de la chanteuse et actrice qui avait fait intervenir ses avocats parce qu'une photo de sa maison avait été publiée. Et simplement le fait d'avoir fait envoyer une mise en demeure par son avocat a été répandu sur les réseaux, ça lui est revenu comme une sorte de boomerang et ça a mis le feu en fait. Donc de temps en temps, est-ce qu'il faut répondre et mettre le feu ou est-ce qu'à l'inverse, il faut se taire, mais nourrir le sentiment que ne pas répondre, ça laisse le champ libre à ses adversaires. Et puis Fabien, si tu peux aussi continuer sur les autres dilemmes. Ouais, ouais, après, ils sont pas, c'est évidemment pas exhaustif, mais après, ça fait partie des 4 ou 5 questions principales à se poser. Est-ce que je vais Mm. prioriser l'interne ou l'externe? Parce que si l'interne doute, la crise s'amplifie, mais parler en interne peut aussi fuiter en externe. Et quatrième arbitrage, est-ce que, on va protéger l'individu ou est-ce qu'on va protéger l'entreprise? Défendre le dirigeant, ça peut engager l'entreprise. À contrario, le sacrifier, ça peut restaurer la confiance externe, mais ça peut fragiliser la confiance interne, donc la culture interne, pardon. Donc, ce qu'on voulait vous dire à travers ce slide, c'est que chaque décision, en fait, en crise, là, il n'y a pas de bien ou de pas bien. C'est chaque décision de crise a un Exactement. coût. Mm. Il y a un coût et la question centrale, à partir du moment où il y a un coût, bah, c'est quel coût vous êtes prêt à payer pour traverser cette situation. C'est un peu le sens de ce slide.
Ensuite, ce qu'on voulait vous dire aussi avec Alain, il nous reste peu de temps, on va essayer d'aller vite. Ouais. C'est que la majorité des organisations seront confrontées à une crise majeure, et pourtant beaucoup ne sont pas prêtes. C'est pas un problème de tech, c'est pas un problème technologique. Les outils, ils existent, on en parle depuis tout à l'heure. C'est surtout un problème organisationnel et un problème de gouvernance. La plupart du temps, dans nos observations, que ce soit celles d'Alain ou les miennes, il manque une doctrine claire, une chaîne d'arbitrage rapide, une cartographie des zones rouges et des simulations. Beaucoup d'organisations pensent être prêtes, mais la plupart du temps, on se rend compte par le terrain qu'elles ne le sont pas face à une viralité massive, face à une mobilisation interne ou face à une campagne coordonnée. Donc la vulnérabilité, elle réside Bravo. principalement dans l'absence de préparation collective, de notre point de vue. On en revient au sujet de gouvernance versus la notion d'actif stratégique concernant la réputation du dirigeant. Et effectivement, tu as un peu anticipé sur la slide suivante, mais c'est tout à fait ça, c'est que il faut se tenir en ordre de bataille en fait avant même que ça arrive et être prêt à constituer des équipes de crise. Alors là, je parle sous ton contrôle, mais souvent des équipes ramassées, qu'on ne soit pas une armée mexicaine, parce que sinon c'est pas efficace, ça va pas assez vite. Mais savoir qui fait quoi, mais aussi, comme tu le disais, anticiper sur dans le cadre de cette gouvernance, avant même de savoir ce qu'on va faire quand il y aura une crise, c'est quels sont les terrains de crise, c'est-à-dire, comme tu dis, une doctrine de prise de parole, enfin, et des zones rouges. Donc, quand est-ce que le dirigeant doit parler de façon personnelle ou plus institutionnelle, le sensibiliser sur le fait que sa parole engage et comment il peut s'exprimer, et puis les sujets qu'il peut exprimer, poser des règles claires, ça c'est en amont, et après, être prêt dans cette chaîne d'arbitrage courte où là, il faut absolument faire intervenir, je ne parle pas pour ma chapelle, mais un juriste ou un avocat ou quelqu'un qui connaît ces règles-là pour savoir comment les imbriquer au besoin, parce que, quoi que j'en ai dit tout à l'heure, c'est quand même des leviers forts qui peuvent être importants dans une stratégie, et bien sûr des communicants internes ou externes pour gérer les différentes questions. Et après, il y a d'autres outils, effectivement, que tu peux décrire, comme la Bah, veille. Ouais. un petit mot sur les 3 points que tu viens d'évoquer. Alors, Mhm. je vais faire 10 secondes là-dessus, mais j'ai l'occasion d'accompagner un CEO d'une entreprise spécialisée dans l'eau et les déchets, on va le dire comme ça. Pour rebondir sur ce que disait Alain sur la chaîne d'arbitrage courte, grosso modo, sur la présence social media du dirigeant, c'est la DIRCOM, la directrice de la marque pour assurer la cohérence éditoriale avec la marque corporate, et le directeur ou la directrice de cabinet. Donc c'est un format extrêmement resserré qui permet de la réactivité, qui permet une validation dans les plus hautes sphères de l'entreprise et qui permet de minimiser les risques potentiels. Donc pour compléter là sur ce panorama, il reste 3 points à voir. Le premier que je voulais évoquer là, que vous avez sous les yeux, c'est évidemment mettre en place une veille permanente, détecter les signaux faibles, ce qui pourrait éventuellement percuter la réputation du dirigeant ou de la dirigeante, des anomalies, des pics inhabituels que vous pourriez observer. Deuxième point, nous, on le recommande fortement avec Alain et on va en parler un peu plus précisément à la toute fin, c'est-à-dire au slide suivant, des simulations annuelles intégrant l'IA. Donc, tester un deepfake, tester un faux communiqué, se mettre en situation à travers des cockpits narratifs pour les dirigeants et pour anticiper cette nouvelle zone de risque, et une intégration au registre des risques, parce que si la réputation du dirigeant, et j'insiste vraiment là-dessus, n'est pas inscrite à l'agenda du COMEX, finalement, elle reste tactique. Et si elle reste tactique, elle n'est pas adressée correctement et elle amplifie la zone de risque. Donc, ce qu'on veut dire par là avec Alain sur ce slide, c'est que la réputation du dirigeant ou de la dirigeante, elle doit être institutionnalisée. Peut-être 2 mots Euh, sur l'IA, effectivement, ouais. si on a encore. Alors, un petit mot, je pense que ça aurait donné lieu à un atelier en entier. On est tous et toutes autour de la table curieux des évolutions de l'IA. Alors, on connaît tous l'IA Gen, mais il n'y a pas que ça. On est tombé sur une série d'innovations, de contenus, etc., qui sont assez bluffantes, mais aussi assez flippantes. Je vous donne un exemple très clair. On ne va pas rentrer dans le contenu du slide, mais vous connaissez tous et toutes l'arnaque au président, c'est-à-dire quelqu'un qui l'appelle un peu sous stress une collaboratrice ou un collaborateur de l'entreprise en se faisant passer pour
pour le dirigeant ou la dirigeante pour la forcer à payer une facture ou que sais-je. Aujourd'hui, avec l'IA, c'est une réalité émergente et qui, de notre point de vue, et là, pardon d'être pessimiste, ne va être appelée qu'à s'amplifier. Vous n'avez besoin que de 3 secondes vocales d'un dirigeant ou d'une dirigeante et des images vidéo, ça, vous pouvez en trouver partout, pour simuler une véritable directive et une véritable personnification du dirigeant. Donc ça, c'est une toute nouvelle zone de risque qui est en train de s'installer. Encore une Y fois, compris, l'arnaque et au pardon, y président, compris vidéo, hein, enfin, tu y peux compris créer vidéo, un absolument. deepfake vidéo et Absolument. en Vous pouvez visio. demain avoir un FaceTime ou un appel WhatsApp de ce que vous pensez être le dirigeant ou la dirigeante qui a changé de numéro pour on ne sait pas quoi, mais en tout cas, la voix est la sienne, le physique est le sien et la manière de s'exprimer est la sienne. Donc on rentre dans une nouvelle zone de risque qui intègre les deepfakes, on en parle, les faux communiqués générés, Alain en parlait précédemment, usurpation d'identité numérique et éventuellement des campagnes automatisées. Donc c'est quelque chose, lorsqu'on parle de gouvernance, dont les COMEX et le dirigeant doivent se saisir pour préparer, anticiper, cartographier et avoir la batterie d'outils réactifs, qu'ils soient issus du droit ou de la communication, pour être en mesure de réagir sur ce nouveau type d'attaque. Est-ce qu'on conclut, Il, est-ce qu'on a le temps de conclure ou pas? Je pense oui, on a un il peu tout vu, reste, ce serait répété, donc peut-être qu'il reste 5 On a minutes. fait le tour, je pense. Ouais, oui, on il a est fait le tour, hein. 9h25. Du Ouais. coup, on va pas forcément répondre aux questions. Allez-y. Non, non, mais très rapidement à retenir, le dirigeant, c'est devenu une stratégie stratégique d'exposition majeure pour l'ensemble de l'organisation. Ça, je pense qu'on a été plutôt clair et direct là-dessus. Qu'il y a de facto un déplacement du centre de gravité. Donc, à travers la montée en puissance des réseaux, ça a déplacé le centre de gravité de la gouvernance sur la gestion réputationnelle continue. Et ensuite, Alain, si tu veux bien conclure sur les deux Oui, derniers oui, points. bah, sur ce que j'ai déjà dit, à savoir que le droit, c'est bien, mais c'est pas suffisant, et que plutôt que d'être comme une armée de canards sans tête quand l'événement arrive et courir dans tous les sens, il faut anticiper, créer des cellules, créer des procédures et être prêt à avoir une réaction conforme ou possible ou la meilleure lorsque l'événement survient. Ouais. Ouais. C'est essentiel. Alors, il nous reste 4 minutes. Donc, il y a des questions, des commentaires, des remerciements. Bah, on Alors, prend peut-être tout. une question, Maëlle, et après, je vous inviterai les uns et les autres à contacter directement Alain et Fabien. J'ai Avec partagé plaisir. leur mail. Merci beaucoup pour la présentation. Alors, donc, je vais poser en effet une question parce qu'on n'aura pas le temps d'en poser plus. Avez-vous analysé l'impact de l'absence totale du dirigeant sur les RSE? La personne pensait en particulier à l'exemple Lactalis. Ah, alors, pardon, je me permets de commencer, Alain. Il se trouve Très bien. que j'étais pas très très loin du dossier. Voilà, bon, j'irai pas plus loin. Voilà. Euh, comment dire les choses? Je pense que le sujet n'est pas celui-ci. Parce qu'effectivement, alors si mes souvenirs sont bons, c'était 2017. Alors, le patron de Lactalis, le patron du groupe, faisait preuve d'une très très grande discrétion et c'est son choix. Il y a pas à juger. Mais à mon avis, le sujet n'était pas purement social media. Il était plutôt dans une. Le sujet, c'était celui de la discrétion totale, que ce soit en termes de prise de position de l'entreprise ou de prise de position du dirigeant. Donc, la problématique pour moi, elle n'était pas je suis présent ou pas sur le social media, elle était je m'exprime ou pas en général. Donc, Mais c'était c'est une plutôt question ça, plus de communication en général. exactement. C'est pas propre aux réseaux sociaux. Ouais. Ouais. Plus de communication en général et pas propre au réseau. Et deuxième petit point pour asseoir ce point, bon, cette crise, comme toute crise, a fait évoluer l'organisation d'entreprise. Et depuis, alors, ça n'a pas beaucoup changé en termes de présence dirigeante sur le social media, mais en revanche, la stratégie de communication du groupe a évolué. Ça, on peut le noter depuis 5 ou 6 ans, la communication de Lactalis là où elle était extrêmement discrète, voire inexistante avant cet événement, après 2017, elle a évolué, elle s'est organisée, elle est montée en puissance, donc la communication du groupe n'a plus rien à voir avec celle d'avant. Ce qui n'empêche pas,
Et c'est encore une fois, c'est son choix et ce n'est pas critiquable que le patron du groupe préfère rester discret, notamment et surtout sur les espaces social media. Merci. Et n'hésitez pas à nous contacter l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre, pour nous poser des questions, on le fera avec plaisir. On répondra avec plaisir. Bah, écoutez, merci infiniment Alain et Fabien. C'était très éclairant, tout à fait intéressant. Merci à tous pour votre écoute. Vous Merci. retrouverez ce replay sur notre page LinkedIn Delville Management. Donc, n'hésitez pas à nous suivre et je vous dis à très vite pour une prochaine Delville Academy. À bientôt. Merci Passez infiniment. une très Merci très beaucoup. belle fin de semaine. Vous également, Bye bye merci. à tous. Au revoir. Au revoir.